Les Misérables. Partie consacrée à Marius. Pages 143 à 196. Nous sommes à Paris, sur le boulevard du Temple, et Victor Hugo commence par nous présenter un jeune garçon vêtu d'habits misérables, mais joyeux, chantant et dansant dans les rues des villes. Ce petit garçon s'appelle Gavroche. Et Gavroche, en fait, est le petit dernier des Thénardier. En effet, les Thénardier sont arrivés à Paris après la fermeture de leur auberge, et ils habitent dans la masure Gorbeau, dans le quartier de la Salpêtrière, numéro 50-52. Ils se font appeler les Jondrettes et vivent dans une misère noire. À côté d'eux vit un jeune étudiant, pauvre, qui s'appelle Marius. Dans le chapitre suivant, Victor Hugo fait un retour en arrière. Nous revenons en 1831, plusieurs années avant. Et à Paris, dans la rue des Filles du Calvaire, au numéro 6, il y a une grande maison appartenant à quelqu'un de très riche, un bourgeois appelé monsieur Gillenormand, qui est favorable à la royauté. Ce bourgeois, monsieur Gillenormand, vit seul avec sa sœur et le petit Marius, son petit-fils. Il l'élève parce que la mère de Marius est morte alors qu'il était bébé. Et le père de Marius est un soldat de Napoléon. Or, pour des raisons politiques, M. Gillenormand détestait les soldats de Napoléon et il considérait le père de Marius comme un brigand. Il a donc dit au père de Marius que s'il voulait que Marius hérite de toute la fortune de la famille Gillenormand, il ne devait plus revoir son fils. Et le père de l'enfant, qui veut le bonheur de son fils, qui veut que son fils ait une belle vie, a décidé de se sacrifier, de se mettre de côté, de ne pas le voir, de le laisser avec M. Gillenormand, afin que Marius puisse toucher tout l'héritage. Cet homme s'appelle Georges Pontmercy. Et il vit à Vernon, où il est jardinier. Cependant, Georges Pontmercy souffre de ne pas voir son fils, et il a trouvé un moyen de le voir régulièrement, sans se montrer, sans se présenter, sans parler à l'enfant. Ce moyen est le suivant. Il sait que la sœur de M. Gillenormand emmène le petit Marius à la messe dans l'église Saint-Sulpice. Georges Pontmercy, ces jours-là, entre dans l'église, se cache derrière un pilier et regarde l'enfant. C'est le seul moment où il peut voir son fils. Dans le chapitre suivant, nous sommes en 1827 et Marius a 17 ans. Son grand-père, M. Gillenormand, un jour, lui donne une lettre et lui dit « Il faut que tu ailles voir ton père. Il est très malade. » Marius est bouleversé par cette nouvelle et décide de se rendre à Vernon. Quand il arrive à Vernon, devant la maison de son père, une servante lui ouvre la porte, elle est en train de pleurer. Elle lui dit
qu'il est trop tard. Georges Pontmercy est allongé sur le sol, mort. Le médecin est là, et le prêtre est en train de faire une prière. Avant que Marius ne reparte pour s'occuper des affaires de l'enterrement, la servante lui remet une lettre de la part de son père. Sur cette lettre, voici ce qui est écrit. Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo, puisque la Restauration, c'est-à-dire le retour des rois en France, me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang. Mon fils le prendra et le portera, c'est-à-dire que Georges Pontmercy donne son titre de baron à son fils. Il va sans dire qu'il en sera digne. À cette même bataille de Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Dans ces derniers temps, je crois qu'il tenait une petite auberge dans un village des environs de Paris, à Chelles ou à Montfermeil. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. Georges Pontmercy. Par cette lettre, Marius apprend que son père était un grand soldat, et aussi que son père semble avoir une dette envers un certain Thénardier qui l'aurait sauvé sur le champ de bataille. Un jour, qu'il est de retour à Paris, Marius se rend à l'église Saint-Sulpice, comme il a l'habitude de le faire depuis qu'il est petit, mais maintenant il vient sans sa tante, et il se place par hasard sur un prie-dieu, c'est-à-dire une chaise, qui est derrière le pilier où son père l'observait. Mais il n'a pas vu que ce prie-dieu était réservé à un certain monsieur Mabeuf, un commerçant de Paris. Ce monsieur Mabeuf arrive justement et tape sur l'épaule de Marius en lui disant « Monsieur, s'il vous plaît, je tiens à cette place, pouvez-vous me la laisser ?» Et au cours de la discussion, monsieur Mabeuf explique à Marius qu'il tient à cette place parce que elle est liée à un souvenir émouvant. C'est à cette place qu'il a rencontré un homme qui venait voir son fils régulièrement. Cet homme, c'était Georges Pontmercy. Il ne pouvait plus voir son fils et il se cachait derrière un pilier pour le voir de loin. Marius comprend alors que son père ne l'avait pas abandonné, que son père l'aimait. Et il décide de mieux le connaître. Comme son père était soldat, il décide d'aller voir d'anciens combattants. Et ces anciens combattants lui font le portrait d'un homme qu'on pourrait qualifier, c'est le mot du texte, de lion-agneau. Il était à la fois un lion quand il se battait, fort, courageux, mais aussi un agneau parce qu'il était très gentil, généreux. Marius comprend que son père était quelqu'un de bien et décide de lui ressembler. Il se fait alors fabriquer 100 cartes de visite sur lesquelles il fait inscrire Baron Marius Pontmercy. Il met l'une de ces cartes de visite dans sa redingote et un jour, qu'il a laissé sa redingote dans sa chambre, M. Gillenormand, qui le trouve bien mystérieux depuis quelque temps, prend la redingote, regarde dans les poches et trouve une des cartes. Il comprend tout. Marius a revu son père. Marius est devenu, comme son père, favorable à l'empereur, hostile à la monarchie. Une dispute éclate entre deux, et M. Gillenormand demande à Marius de quitter la maison. Marius fait ses valises et s'en va. Il arrive place Saint-Michel, devant le café Musain, où il est accueilli par un jeune homme du nom de Courfeyrac, qui lui demande sa sensibilité politique. Marius lui explique qu'il est républicain et qu'il est soucieux du bien-être du peuple. Et Courfeyrac décide de le faire entrer dans le club des Amis de l'ABC,
un club de jeunes gens décidés à défendre la République et le peuple. Marius entame des études de droit, mais privé de l'argent de son grand-père, il n'a plus de revenus. Et il finit par emménager dans la triste masure Gorbeau, dans une chambre étroite, sans chauffage, à côté des fameux Jondrette. Nous sommes revenus au départ, avant le retour en arrière. L'histoire continue. Marius a pris l'habitude de se promener dans les jardins du Luxembourg, à Paris. Et dans les jardins du Luxembourg, lui et ses amis voient souvent un homme d'une soixantaine d'années avec les cheveux blancs, assis sur un banc, avec une petite fille, plutôt une adolescente de 13-14 ans, qui est vêtue d'une robe noire et que Marius juge tout d'abord assez laide, quelconque. Et Marius et ses amis ont d'ailleurs donné des surnoms à ce vieil homme et à la fille qui l'accompagne. Le vieil homme qui a les cheveux blancs est connu sous le nom de Monsieur Leblanc, et la petite fille, la jeune fille, reçoit le surnom de Mademoiselle Lanoire à cause de sa robe noire. Le temps passe, et à peu près 2 ans plus tard, Marius revient dans le jardin du Luxembourg où il n'était pas passé depuis longtemps, et il retrouve le banc, le vieil homme et la jeune fille seulement allaient beaucoup changer. C'est devenu une très belle jeune fille, leurs regards se croisent et Marius tombe amoureux. Il fait semblant de passer tous les jours se promener à la même heure à cet endroit pour voir cette jolie fille qui n'est autre que Cosette accompagnée de Jean Valjean. Malheureusement, Jean Valjean s'est aperçu que ce jeune homme tournait autour de Cosette et il a décidé de déménager. Marius est désespéré. Il ne voit plus cette jeune fille dont il était tombé amoureux. Il se morfond chez lui et dans son appartement, il y a un endroit dans le mur où un trou lui permet de voir chez ses voisins les Thénardier. Il voit qu'ils vivent dans une misère noire, qu'ils n'ont pas de chauffage, qu'ils sont mal habillés, qu'ils ont faim. Et un jour qu'il les observe, il voit arriver Monsieur Leblanc et la belle jeune fille, Mademoiselle Lanoire, qui est devenue maintenant une très belle jeune fille, qui viennent faire la charité aux Jondrette. Il leur apporte un sac de vêtements. Et le père Jondrette, qui n'est autre que le père Thénardier, en profite pour dire à Monsieur Leblanc, qui est Jean Valjean, qu'il ne peut pas payer son loyer et que s'il ne le paye pas, il sera mis dehors avec sa femme qui est malade et sa fille qui s'est blessée à la main. Alors, Monsieur Leblanc, alias Jean Valjean, lui dit qu'il reviendra tout à l'heure avec de l'argent qui lui permettra de payer le loyer. Marius s'apprête à suivre Monsieur Leblanc et Mademoiselle Lanoire lorsqu'ils vont repartir pour trouver leur nouvelle adresse, mais la calèche va trop vite. Il ne peut pas la suivre et rentre chez lui, très triste. Il se remet sur la table, regarde à travers le mur, parce qu'il entend des éclats de voix. Ces éclats de voix sont ceux du père et de la mère Thénardier. Le père Thénardier dit à sa femme: C'est lui, je l'ai reconnu. C'est l'homme qui est venu chercher Cosette quand on était à Montfermeil. Et tout de suite, Madame Thénardier se met en colère
et ils veulent se venger de lui, parce qu'ils considèrent que, comme il leur a pris Cosette, il leur a pris une source de revenus, et que leur misère, eh bien, c'est de la faute de cet homme. Jondrette, alias Thénardier, va faire appel à la bande de brigands du nom de Potron-Minet, avec laquelle il travaille régulièrement, pour tendre une embuscade à Jean Valjean, le séquestrer et l'obliger à donner encore plus d'argent que ce qu'il avait prévenu d'amener pour le loyer. Marius, affolé, se rend au commissariat de police. Le commissaire qui se présente devant lui n'est autre que Javert. Javert l'écoute et lui dit: « Prenez ces 2 pistolets, en fait il y en a 2, et montez la garde. Ce soir à 18 heures, quand l'homme doit revenir donner de l'argent, dès que vous verrez que la scène devient violente et que les malfaiteurs peuvent être pris en flagrant délit, tirez un coup de feu, j'arriverai avec mes agents. » Marius se met en place, il voit arriver Monsieur Leblanc dans la pièce, et au cours de la discussion, des brigands entrent et bloquent l'issue. La mère Thénardier se tient prête à bondir sur Jean Valjean. Et le père Thénardier sort un couteau et dit: « Je ne m'appelle pas Jondrette, je m'appelle Thénardier. » Et annonce: « Je veux 1000 écus » d'un air menaçant. Marius est troublé. Il a entendu le nom de Thénardier. S'il dénonce, s'il tire un coup de feu, il va faire arrêter Thénardier. Or, Thénardier a sauvé son père, croit-il. Ce n'est pas la réalité, mais ça on le verra plus tard. Il ne veut donc pas le dénoncer. Un dilemme se pose à lui. Mais Marius ne veut pas non plus laisser le pauvre monsieur Leblanc se faire racketter par ces malfaiteurs. Il a une idée. L'une des filles Thénardier était venue le voir dans son appartement parce que elle était curieuse et aussi parce que Marius lui plaisait un peu. Et elle s'était promenée dans son appartement et lui avait dit: « Vous savez, je sais écrire. » Et pour le lui prouver, elle avait pris un morceau de papier et elle avait écrit sur ce morceau de papier: « Les cognes sont là. » Les cognes, ce sont les gendarmes. Marius se dit: c'est une idée. Il prend le morceau de papier, le passe par le trou du mur, et le papier tombe dans la pièce. La mère Thénardier le ramasse, l'amène à son mari, le mari le lit, et annonce tout de suite à tout le monde: « Il faut qu'on s'en aille. » Il jette une échelle de corde par la fenêtre, et il prévoit de s'échapper. Seulement, Javert entre et dit: « On ne bouge plus. » Les malfaiteurs sont arrêtés par des sergents de ville qui entrent, armés de fusils et de gourdins. On leur met les menottes. Et Javert s'assoit à table pour dresser le procès-verbal. Pendant ce temps, Monsieur Leblanc, alias Jean Valjean, à qui personne ne faisait attention, décide de se sauver en employant l'échelle de corde que les malfaiteurs avaient lancée par la fenêtre. Lorsqu'il s'aperçoit de la disparition de cet homme, Javert se dit: c'est peut-être le plus intéressant qu'on a laissé s'échapper.